Aux États-Unis, une naissance multiple, 7 enfants suite à un traitement médical relance la polémique autour de la fécondation assistée. À l'Assemblée, dans toute la France aujourd'hui, journée des droits de l'enfant, la loi du silence est brisée, parents, amis, victimes témoignent. Ouverture ce soir du sommet européen de l'emploi à Luxembourg. 20 000 personnes ont manifesté cet après-midi pour obtenir une harmonisation des législations sociales européennes. Les partenaires européens sont encore loin d'être d'accord sur les méthodes à employer pour endiguer le chômage, enquête sur les problèmes de durée du travail et de flexibilité de l'emploi. Noces d'or pour un couple royal, la reine Elisabeth et le prince Philippe d'Édimbourg fêtent leurs 50 années de mariage, l'occasion pour eux de reconquérir le cœur des Anglais. Madame, monsieur, bonsoir. Les problèmes éthiques engendrés par la stimulation de la fécondation féminine, à nouveau posés après la naissance aux États-Unis de 7 enfants dans une famille dont la femme, âgée de 29 ans, avait subi un traitement pour favoriser sa fertilité. Le plus souvent, pendant la grossesse, les médecins procèdent à l'élimination d'un ou plusieurs embryons afin que ceux qui resteront aient une chance de vivre normalement. Cette fois-ci, rien n'a été fait et l'état des nouveau-nés inspire l'inquiétude. Leur poids varie entre 900 grammes et 1,5 kg. Enquête Françoise Vallet, Christophe Hérault. Dieu aurait pu me donner un enfant, là il m'en a donné 7, et maintenant c'est mon rôle de père de les élever. Kenny est un père heureux. Lui et sa femme Bobby ont vraiment réussi à agrandir leur famille. Les messages de félicitations arrivent de tout le pays. La mère se porte bien et ses bébés ont été placés en unité de soins intensifs. 7 petits pois de 900 grammes à 1,5 kg qui aujourd'hui luttent pour survivre. Car on ne connaît pas de cas où des septuplés ont tous survécu. La jeune femme suivait un traitement pour stimuler son ovulation. Pour de nombreux médecins, cette grossesse n'est pas un exploit médical. Comme il ne s'agit pas d'une grossesse naturelle, il eût été logique de contrôler mieux l'administration des traitements qui entraînent une hyperstimulation. Cette femme a été hyperstimulée et pour des raisons religieuses que je peux comprendre, elle n'a pas souhaité interrompre l'une ou l'autre grossesse. Je peux comprendre qu'elle ait une réticence à cela, mais je ne peux pas bien comprendre les médecins qui donnent des traitements mal encadrés. Cette grossesse aurait pu être fatale pour la mère et les enfants, car au-delà de 6 fœtus, les médecins n'y croient pas. Souvenez-vous de Mandy Hallwood. En 1996, cette Anglaise défraie la chronique. Enceinte de 8 enfants, elle aussi décide de tous les garder. Mais au 5e mois de grossesse, elle perd tous ses bébés. Les médecins l'avaient prévenue. Contrairement à la fécondation in vitro où ils peuvent limiter le nombre d'embryons implantés, les médicaments pour stimuler l'ovulation sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Et là, ça se passe dans la nature. Et vous ne pouvez pas savoir, chez une femme donnée, dans un couple donné, avec une conception naturelle, combien vous aurez d'embryons fécondés. Aujourd'hui, personne ne peut se prononcer sur la survie des 7 petits Américains ou sur d'éventuelles séquelles à long terme. C'était ce jeudi la journée des droits de l'enfant, un problème dont la société a enfin pris conscience. Des voix commencent à se faire entendre pour dénoncer les enfants maltraités, abusés sexuellement, victimes de violences en général. Les enfants eux-mêmes s'expriment, comme ces garçons et filles d'une classe de cours moyen de Tours venus aujourd'hui à l'Assemblée nationale présenter un projet de loi sur les orphelins. Nathalie Moisan, Christian Autain. Bonjour, bonjour, bienvenue. Quand le président de l'Assemblée nationale accueille une classe de CM2, les enfants ne boudent pas leur plaisir. Ça, c'est l'hôtel de la CES, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, c'est comme un musée. Plus de 500 enfants partout en France ont rédigé des propositions de loi pour défendre leurs droits, et c'est la leur qui a été retenue. Au président, ils ont réservé quelques questions, pas toujours faciles. Pourquoi les enfants sont battus? Parce qu'il y a des parents qui sont méchants. Et bien, les parents, parfois, se vengent de toute une série de choses sur les enfants, ce qui est inadmissible. Des enfants fascinés autant par les dorures du décor que par les caméras. Et qui prennent leur rôle d'ambassadeur au sérieux, ils sont venus demander aux parlementaires que les gosses orphelins puissent choisir leur tuteur, l'idée d'une petite fille qui craignait pour elle-même. Ma maman est donc handicapée et mon papa est décédé. Et donc je posais souvent la question à ma maman, comment je ferais si elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Que lèvent la main ceux qui sont pour.
En séance, les députés n'ont pas fait de difficulté pour adopter la loi. Et une fois n'est pas coutume, les enfants ont même eu le droit d'applaudir. En partant, ces enfants-là pouvaient au moins se vanter d'avoir été pour une fois bien entendus. Dans le domaine du droit des enfants, les campagnes médiatiques qui ont été menées ont eu un effet positif. La société, dans son ensemble, parents, entourage, ne respecte plus forcément la loi du silence. Les victimes en personne, même très jeunes parfois, commencent à témoigner de leur souffrance. Anne Gainsburger, Pascal Stelletta. J'ai le droit de vivre comme les autres, normalement. Pas dans un foyer et avoir un appartement à moi. C'est l'histoire ordinaire de la maltraitance ordinaire. Sébastien avait 12 ans lorsque sa mère a quitté la maison et ses enfants pour vivre ailleurs avec un homme. Sébastien est resté dans l'appartement, livré à lui-même. 3 années ont ainsi passé. Bon Sébastien, tu peux un petit peu reparler de comment c'était ta vie avant le placement? Jour après jour, Sébastien a trouvé les mots et la justice l'a entendu. Et puis il est parvenu à accepter qu'un juge des enfants s'occupe de lui. À elle seule d'abord, il a raconté son abandon. On mangeait ce qu'on voulait, quoi. Et quand il n'y avait presque plus rien, on l'appelait ou soit elle venait toute seule pour voir. Elle regardait l'état de la maison en même temps, si on lavait la maison, si on faisait notre chambre, tout ça. Puis des fois, c'était pas fait parce que on avait un manque de courage, on ne voulait pas le faire. Et puis, pour aller à l'école, c'est ma soeur qui me réveillait ou je me réveillais tout seul. Ou je n'allais pas du tout. Parce que ma mère n'était pas là, alors je me réveillais pas du tout, je voulais pas y aller, quoi. Est-ce que tu peux essayer de parler un petit peu de ce que tu ressentais, quoi, même si c'est pas facile, Sébastien? Je ressentais que ma mère m'avait lâché comme ça, dans la nature. Pour moi, elle me faisait, vas-y, t'es grand. Pour moi, c'est ce que ça voulait dire, t'es grand. Tu peux te débrouiller, tu t'en vas, je te laisse l'appartement, tu te débrouilles. Et ta soeur avec toi. Et j'ai pas aimé du tout, quoi. Alors, de jour en jour, je faisais de plus en plus de bêtises pour qu'elle s'occupe de moi. Voilà. Et ça a pas marché. Alors c'est pour ça que j'étais placé dans le foyer. Moi, je me suis un peu interrogée quand même par rapport à ton placement. Est-ce que tu penses que j'aurais dû le décider plus tôt? Oui, plus tôt, oui. Je pense aussi. Seul le temps aura permis à Sébastien de mieux comprendre son histoire. Entre le respect de ses désirs et l'obligation de le protéger, la justice, elle aussi, aura avancé pas à pas. La faculté de Jussieu à Paris, fermée aux étudiants aujourd'hui par un piquet de grève organisé par le comité anti-amiante qui proteste contre la lenteur des travaux de désamiantage qui ne font que commencer. L'actuel ministre de l'Éducation n'étant pas un chaud partisan de ces travaux, les responsables du comité craignent qu'ils ne traînent en longueur et que l'on ne passe largement le délai initial qui avait été prévu de 3 ans à plus du double. Thibaut de Barbérac, Frédéric Delarue. On peut pas rentrer là. Non. Oui, fermé dedans. Il n'y a rien ouvert. Accès formellement interdit. Grille fermée. Pas un étudiant, pas un professeur. Le campus de Jussieu est resté désespérément vide toute la journée. Blocus, organisé par le comité anti-amiante et l'intersyndicale. On bloque le campus aujourd'hui pour faire pression pour que le chantier de désamiantage avance plus vite. Il y a 42 cas de maladies professionnelles déclarés sur Jussieu et on a vraiment l'impression que ce problème est pris par-dessus la jambe, quoi. Illustration, cette année encore, contrairement à la promesse de Jacques Chirac, les étudiants ont repris les cours à Jussieu malgré l'amiante. Seule mesure de protection, des films plastiques collés au plafond. Dehors, les travaux ont enfin débuté cette semaine. Pour respecter le plan de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, plan prévu sur 3 ans, il faudrait construire 40 000 mètres carrés de locaux provisoires qui hébergeront étudiants et chercheurs pendant le désamiantage. Mais ici, il y en aura 6 fois moins. Autant dire que le plan Allègre prendra au moins 5 ans. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on change de ministre, on change d'idée sur la question. Les engagements de l'État doivent être respectés. Il s'agit d'un chantier de santé publique, ça ne relève pas spécialement du ministère de l'Éducation. Premier visé, Claude Allègre. Avant d'être ministre, il parlait de risques mineurs en évoquant l'amiante à Jussieu. Les manifestants demandent donc maintenant à Lionel Jospin d'intervenir, sans quoi il pourrait de nouveau bloquer le campus, et ce, pendant plusieurs jours.
6 passagers légèrement blessés, c'est le bilan définitif de la collision hier soir entre le TGV Brest-Paris et un poids lourd bloqué sur un passage à niveau près de Laval en Mayenne. Heureusement, le chauffeur avait réussi à s'extraire de son camion qui a été traîné sur 300 ou 400 mètres. Le TGV à cet endroit ne roulait qu'à 140 km/h, il n'a pas déraillé. Le trafic a pu reprendre ce soir à peu près normalement. Les obsèques de Georges Marchais ont eu lieu ce matin dans sa ville de Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. La cérémonie, empreinte d'une très grande simplicité à la demande de l'ancien secrétaire général du PC, a été marquée d'une note originale et inattendue. L'enterrement a eu lieu aux accents d'une musique de jazz dont on a appris à cette occasion que Georges Marchais était un passionné. Françoise David, Jean-Marc Sursin. Le silence du chagrin et du recueillement. Ils étaient ce matin plusieurs milliers à avoir voulu saluer une dernière fois Georges Marchais. Sa femme, son fils et son successeur à la tête du Parti communiste, ces deux familles, celle du cœur et de l'engagement politique, rassemblées. Avant le cimetière, il y avait eu la trompette de Miles Davis, le jazzman préféré de Georges Marchais. Autour du catafalque, des gardes d'honneur, toutes les générations des dirigeants du Parti communiste se succédant pour honorer leur ancien secrétaire général. Dans la rue, pas de crêpe noire, une simple photo et des œillets. C'est tout un symbole pour le Parti communiste et surtout pour notre camarade qui a disparu aujourd'hui. Je veux dire, d'avoir l'œillet, c'est un petit peu quelque chose de nous-mêmes qui s'en va. C'était un homme de cœur et je lui reconnais, je lui ai beaucoup de reconnaissance. Beaucoup. Ce que j'ai entendu dans les médias dire que Marchais était le dernier communiste. Je veux prouver qu'il n'était pas le dernier. Il défendait les travailleurs. Il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle. Devant la photo de Georges Marchais, les drapeaux rouges étaient frappés de la faucille et du marteau. Et ce même jour, l'Humanité Dimanche, devenue l'Humanité Hebdo, présente un adieu à Georges Marchais. Le journal n'est plus désormais l'organe du PC, mais un journal communiste. Le sommet sur l'emploi en Europe, voulu par le gouvernement français, commence ce soir à Luxembourg. Il a été précédé d'une manifestation de syndicalistes venus de toute l'Europe. Ce matin, au départ de Paris, par exemple, un syndicat de chômeurs avait loué un train entier direction Luxembourg. Et sur place, donc, cet après-midi, les représentants de chaque pays ont exprimé leurs revendications à leur façon. Yannick Le Tranchant, Jean Cornu. Un sommet extraordinaire sous la pression des syndicats. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants avaient répondu à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Un rassemblement dans le centre-ville de Luxembourg à quelques heures de l'ouverture officielle du premier Conseil européen sur l'emploi. Ce signal, c'est le témoignage d'une prise de conscience grandissante de la nécessité justement pour les salariés de toute l'Europe de s'engager et de peser sur les choix et les décisions. Trouvons des critères de convergence, des politiques adaptées au niveau national, mais fixées au niveau européen pour des critères de convergence au bénéfice de l'emploi. En fait, les syndicats ne s'attendent pas à un sommet miracle. Ils tenaient à marquer le coup pour que les hommes politiques ne se dérobent pas. Les 15 chefs d'État et de gouvernement entameront leurs discussions sur l'emploi véritablement demain matin. Alors on n'attend pas spécialement d'objectifs chiffrés, mais plutôt des grandes lignes, des grandes orientations pour lutter contre le chômage, des grandes lignes à mettre en œuvre par chaque État membre. Un premier pas vers une Europe sociale voulue par la France. Les chefs d'État et de gouvernement sont en train d'arriver ce soir à Luxembourg. Vous voyez ici monsieur Lionel Jospin. Le président de la République, Jacques Chirac, lui aussi est arrivé ce soir à Luxembourg et il a fait une courte déclaration. Il a dit ce qu'il attendait de ce sommet sur l'emploi. Le président de la République, Jacques Chirac. On l'écoute. Pile de ce que j'avais souhaité dès mon élection en proposant le mémorandum sur le modèle social européen et c'est conforme à ce qu'a souhaité la France. Alors on va prendre un certain nombre, je l'espère, de décisions qui iront dans le bon sens concernant les jeunes sans emploi, concernant les chômeurs de longue durée, concernant les charges excessives, administratives ou fiscales, pesant sur les entreprises, pesant sur le travail notamment non qualifié. Je l'espère, indiquant comment doit s'adapter le travail pour que les entreprises soient plus compétitives et donc plus créatrices d'emplois, comment on doit
mettre les femmes vraiment sur pied d'égalité avec les hommes. Tout cela, si vous voulez, pour bien marquer que l'Europe a une dimension sociale et que cette dimension est capitale. On n'attend pas forcément de très grandes décisions, même si on attend quelques décisions concrètes de ce sommet sur l'emploi à Luxembourg, mais des discussions également en vue d'harmoniser les législations en Europe, notamment sur les problèmes des horaires de travail. La France a décidé, vous le savez, d'adopter les 35 heures par semaine à l'horizon de l'an 2000. Le problème pour les entreprises étant la flexibilité du temps de travail, quelle que soit sa durée en fait. Au mois de février dernier, dans l'usine Straford, près de Chartres, qui fabrique des meubles de bureau, un accord a été passé avec tous les syndicats visant à annualiser le temps de travail afin de mieux répondre aux exigences de la clientèle. Reportage Damien Thévenot, Joseph Bachtig. Ce mois-ci, l'usine de Senonches tourne à plein régime. Rien à voir avec la reprise économique, c'est une question de saison. Les entreprises renouvellent traditionnellement leur mobilier en fin d'année. Straford s'est donc adapté à ce rythme très saisonnier en calculant les horaires de travail sur l'année complète. Plus de commandes, plus de travail pour les salariés, moins de commandes, horaires allégés. Sans cette souplesse, la direction affirme qu'elle aurait perdu en rentabilité. On aurait eu recours, beaucoup plus qu'aujourd'hui, à la main-d'œuvre intérimaire. On aurait eu recours à des heures supplémentaires qu'on rémunère avec des majorations qui sont fortes. En période basse, à l'inverse, nous aurions pu nous poser la question du chômage partiel. Pour les salariés, les semaines varient entre 30 et 45 heures de travail. Sur un an, en revanche, la moyenne est de 38h30 hebdomadaires, avec, chaque mois, le même salaire. Lorsque Jocelyne en parle avec ses collègues, les avis sont partagés, même si tous admettent avoir plus subi que choisi l'annualisation. C'est vrai que si vous faites ça pendant quelques temps, c'est fatigant. Mais vous savez, actuellement, avec le travail, il n'y a pas de travail. Nous, on a beaucoup de travail, on ne va pas se plaindre. Il faut qu'on s'y fasse, hein. C'est comme ça, c'est l'usine qui veut ça. Lorsqu'on fait des semaines de 30 heures, effectivement, ça me permet, moi, de mieux gérer ma vie familiale. Le revers de la médaille, c'est la disparition des heures supplémentaires. Les deux syndicats CGT et CFDT ont tout de même signé l'accord sans pour autant crier victoire. Solution miracle, je ne le pense pas. C'est la solution qui permet en fait, d'éviter d'avoir recours au chômage technique, de conserver notre effectif de permanent. Les accords de ce type se multiplient dans les entreprises françaises. Une flexibilité qui, pour l'instant, permet plus de sauver que de créer les emplois. En Hollande, dont on vante souvent les mérites en matière de réduction du chômage, certaines entreprises comme les banques ont décidé là-bas non pas d'annualiser le temps de travail, mais de le déterminer par semaine. Toujours dans le même but, mieux servir la clientèle. Enquête Sébastien Vibert, Nathalie Gallet. La semaine de travail de Tania a été plutôt bien remplie, 37h30 exactement au total. Soit davantage que Petra, 36h45, ou encore Richard, 32h30, ou même Astrid, 30h tout rond. Tous font pourtant partie de la même agence et tous auront travaillé sur l'année le même nombre d'heures hebdomadaires, 36 en moyenne, payés 38. Résultat d'un accord signé il y a 3 ans dans le secteur bancaire. Les salariés y ont gagné 2 jours supplémentaires de repos par mois. En échange, les horaires de l'agence ont été élargis, avec notamment ouverture le samedi. Une formule jugée plus ou moins satisfaisante. Je préfère ce système parce que je peux étudier, aller en ville quand il n'y a pas trop de monde. En fait, je peux faire plein de choses avec ces journées libres. Ma femme travaille du lundi au vendredi. Moi, je travaille assez souvent le samedi. Du coup, elle se retrouve seule à la maison et moi, je suis au bureau. Les salariés n'ont pas vraiment le choix. Leur emploi du temps est fixé 3 mois à l'avance par la direction. Un tableau de service très compliqué où les journées n'ont pas toutes la même durée. Astrid Dulty, par exemple, mercredi dernier c'était repos, le lendemain jeudi une bonne journée de 10 heures, 7h30 de travail le vendredi, 6h15 le samedi. Grâce à l'accord, l'agence a donc pu ouvrir plus souvent et plus longtemps, ce que la direction appelle la flexibilité. Quand on a fait des enquêtes parmi nos clients, ils disent bon, on veut que vous soyez disponible pour nous certains soirs et le samedi. Bon, on l'a fait et les clients sont venus. Pas en grand nombre, mais ils sont venus. La banque a donc gagné de l'argent et embauché pour satisfaire la demande. 5% d'effectifs en plus en 3 ans dans les agences de la ville. Mais les employés n'ont pas été augmentés depuis 1995. C'était prévu dans l'accord. Un effort plus difficile à supporter aujourd'hui en pleine croissance économique. Beaucoup de gens disent d'accord, à l'époque nous avons accepté de bloquer nos salaires pour réduire le temps de travail. Mais maintenant nous voulons de meilleurs salaires. C'est un problème qu'on retrouve dans tout le pays aujourd'hui.
Syndicats, patrons et employés considèrent malgré tout l'accord comme un succès. Des milliers d'emplois ont été sauvegardés, 5000 autres ont été créés dans un secteur en pleine restructuration. Un accord qui symbolise un dialogue social très poussé dans chaque entreprise, dans chaque branche professionnelle, où l'État n'intervient pratiquement pas. Un accord qui est aussi l'expression d'un certain art de vivre. À noter encore qu'à l'issue de ce sommet de l'emploi à Luxembourg, demain soir, le Premier ministre, M. Lionel Jospin, sera l'invité de ce journal. Dans l'affaire de la vaste escroquerie aux traites fictives impliquant des dizaines d'entreprises de confection du quartier du Sentier à Paris, les policiers poursuivent leurs investigations. 53 personnes devraient être mises en examen et les policiers sont à la recherche de complicité parmi les personnels des banques qui ont été floués dans cette affaire. Olivier Caroff, Michel Gianoulatos. C'est depuis ce magasin du Sentier que l'un des cerveaux présumés de la vaste escroquerie démantelée mardi aurait dirigé son réseau. Il y a quelques jours, il aurait pris la fuite. Le magasin, lui, avait été mis en liquidation judiciaire cet été, moins d'un mois après que les banques aient tiré la sonnette d'alarme. Mais le travail de la brigade de recherche et d'investigation financière a tout de même porté ses fruits. 53 des quelques 80 personnes arrêtées il y a 2 jours ont été déférées devant la justice. Pour la plupart, ce sera une mise en examen et peut-être dès ce soir la prison. Dans le Sentier, on s'étonne du montant de l'arnaque, 150 millions si l'on en croit les banques, mais plus d'1 milliard selon des sources policières. Pour les professionnels de la confection, il ne faut pas chercher les coupables uniquement derrière les comptoirs des boutiques. Tout comme je ne veux pas généraliser dans le textile, je ne crois pas qu'il faille généraliser avec les banques ou avec les assurances. Il a fallu des voyous dans certaines banques, il a fallu des voyous dans certaines assurances, il a fallu des voyous dans la confection. Connaissant bien ce système, je pense que sans complicité à l'intérieur des banques, ça n'aurait pas pu se passer. Un ancien directeur de cette agence de la région de Metz a été arrêté hier. La justice le soupçonne d'avoir aidé le réseau contre des avantages en nature. 2 employés de l'UAP ont également été entendus par les juges d'instruction. Ils auraient pu aider certains membres du réseau. Cette fois, il s'agit d'incendie criminel d'entrepôt. Le mobile, toujours une escroquerie, mais à l'assurance. L'attaque d'un fourgon blindé devant une succursale de la Banque de France cet après-midi à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. Les malfaiteurs qui ont ouvert le feu ont tué l'un des 2 convoyeurs, blessant grièvement l'autre. Les agresseurs ont réussi à prendre la fuite sans rien emporter. Vincent Guyenne, Jean-François Georgetti. Le drame s'est joué là, à l'entrée de la Banque de France devant le sas de sécurité. Il était un peu plus de 14h30. 2 convoyeurs de fonds s'apprêtent à effectuer un transfert. Soudain, des malfaiteurs encagoulés et armés de Kalachnikov font irruption et ouvrent le feu. Les convoyeurs ripostent. J'ai vu une personne tirer de dos, donc droit sur une ou plusieurs cibles et plusieurs coups de feu et c'est tout. Les convoyeurs sont blessés. L'un d'eux s'effondre, touché à la tête. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Quand j'ai entendu les coups de feu, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu donc en face de mon bureau 3 hommes tout en noir cagoulés avec des armes à la main qui descendaient les escaliers en longeant le mur dans cette direction. Ils prennent la fuite par cette petite porte, apparemment sans emporter leur butin. Ils se retrouvent alors derrière la banque et rejoignent leur voiture, une 309 Peugeot, dans un parking privé. L'un des malfaiteurs est blessé et laisse quelques gouttes de sang sur le bitume, un précieux indice pour les enquêteurs qui ce soir sont toujours à la recherche des fugitifs. Un fric-frac spectaculaire à Londres. 2 gangsters ont dérobé pour 10 millions de francs de pierres précieuses et d'or dans les locaux d'une filiale de la maison Cartier, située dans le centre de la capitale anglaise. Ils ont ligoté le directeur de l'établissement et un employé avant de s'emparer de leur butin et ils ont ensuite pris la fuite. Ils n'ont pas été retrouvés pour l'instant. Le congrès des maires de France est réuni à Paris jusqu'à ce soir. Le métier de maire a beaucoup évolué avec le temps. Les budgets principaux sont aujourd'hui ceux consacrés à l'assistance sociale, à la sécurité. Et pour toutes les municipalités, sans exception, se pose plus ou moins sérieusement le problème de l'endettement. Reportage dans l'une des villes les plus endettées de France, 9 000 francs par habitant en moyenne, à Garges-les-Gonesse, en région parisienne. Jeff Wittenberg, Jean-Louis Melin. Voilà ce qu'il reste d'une belle idée. La géothermie. On y croyait beaucoup dans les années 80. Il s'agissait de puiser l'eau chaude qui se trouve dans certains sous-sols pour en faire une source naturelle, donc gratuite, de chauffage urbain. Cette dalle de ciment recouvre ce qui était un immense puits. Le reste des installations est aujourd'hui à l'abandon. Donc ici, c'était les pompes de réinjection géothermale. Et ici, on arrive
aux échangeurs de chaleur qui servaient à transférer la chaleur. Facture globale, 150 millions de francs. Un vrai scénario catastrophe. Alors que le prix du pétrole baisse, rendant l'exploitation peu rentable, les pannes, les problèmes se succèdent. Ce qui devait être une prouesse technologique n'a fonctionné que 6 mois. Vous avez ici, derrière moi, une centaine de millions de francs qui représentent environ, en termes de dette, un tiers de la dette communale. Et une ville qui se retrouve dans cette situation-là, c'est toute une série d'investissements qui ne se réalisent plus. À Garges-les-Gonesse, il faut faire des choix. La piscine municipale attend sa remise en état depuis 25 ans. Elle attendra encore des années. Plus grave, les cuisines, des cantines scolaires. L'inspection vétérinaire a déjà fait fermer un site et exige des travaux immédiats sur celui-ci. La vaisselle sale, qui voisine avec la préparation des aliments, en restauration collective, c'est totalement proscrit. La santé est en jeu. On ne peut pas garantir la bonne conformité des repas qu'on livre et le caractère bactériologique complet à 100%. C'est impossible de le faire. Des bouts de ficelle d'un côté, de l'autre, cette salle de spectacle dernier cri. Plus de 35 millions de francs d'investissement. C'était une promesse de l'ancien maire, réalisée juste avant les élections, il y a 2 ans et demi. Une famille s'endette pour acheter un logement ou acheter une voiture. La question qui est posée, est-ce que c'est dans les possibilités? Je dis que Garges était en mesure, avec les difficultés que l'on connaît, était en mesure de pouvoir emprunter et construire ces équipements. L'équipe actuelle, elle, refait ses comptes. Aujourd'hui, la dette atteint 330 millions et les banques sollicitées pendant des années ne sont plus là. Lorsque nous avons fait appel à la Caisse d'épargne pour pouvoir avoir un emprunt, la Caisse d'épargne nous a écrit clairement que le taux d'endettement de notre ville était vraiment trop important et qu'il ne nous prêtait plus d'argent. Il faut pourtant bien que quelqu'un paie. En 2 ans, à Garges-les-Gonesse, les impôts locaux ont augmenté de 9 puis de 11%. Quand les communes s'endettent, ce sont les habitants qui remboursent. Devant le congrès des maires, justement, le président de la République a pris position cet après-midi sur le problème du cumul des mandats politiques. Moins strict que Lionel Jospin, il s'est déclaré en faveur de l'interdiction du cumul des fonctions exécutives. Exemple, un maire qui pourrait être à la fois président d'un conseil régional, général et ministre. En revanche, il rejette l'idée d'un homme, un seul mandat. En Égypte maintenant, l'organisation islamiste intégriste qui a revendiqué l'attentat de Luxor propose une trêve en échange de la libération de ses prisonniers. Par ailleurs, un second document amateur qui nous a été fourni nous relate un peu mieux les circonstances du massacre qui a fait, je vous le rappelle, 68 victimes, dont 57 touristes. Richard Binet. À cet instant, les islamistes armés sont à 6 km du temple. On distingue à droite les premiers impacts de balles de la police qui les a pris en chasse. Les terroristes semblent alors hésiter. Ils abandonnent leur bus et tentent de prendre la fuite à pied dans la montagne. Quelques instants plus tard, ils seront abattus par les forces de l'ordre. Un touriste italien était là, il a filmé la scène. J'étais avec ma caméra. Les Égyptiens m'ont dit « filme, filme, filme ». Et quand j'ai compris que c'était une action terroriste, j'ai eu très peur, je me suis dit que tout était fini. Cet après-midi, au Caire, des acteurs, des professeurs, mais aussi des étudiants, ont voulu rendre hommage aux 58 touristes tombés à Luxor. Pour montrer, disent-ils, que l'attentat ne représente pas la véritable nature du peuple égyptien, pour présenter leurs condoléances au pays meurtri. À Zurich, les corps des 35 touristes suisses assassinés étaient rapatriés, tandis qu'à Berne, un livre de condoléances a été ouvert au Parlement fédéral. Sur les lieux du massacre à Luxor, 48 heures après les tragiques événements, les visiteurs se font rares et les Égyptiens, qui vivent essentiellement du tourisme dans cette région, sont inquiets. Bernard Lebrun, Dominique Bonnet, reportage. À tous les carrefours, c'est comme cela. Un agent de la circulation et un policier Kalachnikov en main sont en faction. Une police omniprésente et exceptionnellement renforcée par l'armée qui se fait discrète. Il s'agit de rassurer les visiteurs, pas de les effrayer. Qu'on se le dise, la police touristique veille à la sortie des hôtels avec une certaine nonchalance, il est vrai. Et puis toujours à l'adresse des touristes et de la population, il y a ces banderoles apparues ce matin. À l'entrée du bazar, elles dénoncent le terrorisme, disent l'atteinte à l'économie touristique et s'affirment solidaires des familles des victimes étrangères. Une première à Luxor. Nous essayons de dire avec ces banderoles, s'il vous plaît, revenez en Égypte.
Vous recevrez un accueil chaleureux et maintenant la sécurité est bien assurée autour des monuments. Les Égyptiens ont besoin de vous pour défier tous ensemble la violence et le terrorisme dans le monde. Effectivement, la route des nécropoles est maintenant bien gardée, tout particulièrement dans le village de Gourna, où commence la route qui conduit au temple du massacre. Un village de paysans du Nil qui vit aussi du passage des bus et de l'embauche sur les chantiers archéologiques. Chez les artisans, on produit en attendant les visiteurs. Tout travaille avec tourisme. Pas tourisme, pas travail. Rue des boutiques aujourd'hui, des vendeurs, mais pas de clients. À l'entrée du temple d'Hatchepsout se présentent surtout des groupes d'écoliers égyptiens, sous le regard sévère d'un seul et unique policier. Et toute la classe de poser précisément sur le lieu du massacre. On peut douter que l'archéologie ait motivé leur visite. Le lieu où s'est déroulée la fusillade a pudiquement été fermé pour cause de travaux. Après la photo, ils repartiront sans un regard pour la reine Hatshepsut, escortée du dieu Horus, gardien du tombeau. Accord sur la crise irakienne après la réunion de Genève. L'Irak accepte de recevoir à nouveau l'ensemble des inspecteurs des Nations Unies chargés de son désarmement. Mais pour l'instant, les Américains n'entendent pas céder à la demande de lever des sanctions économiques contre Bagdad. Jean-Marc Idlouz. La fin du niet de Saddam, le Russe Primakov l'avait promis à ses collègues ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité des Nations Unies la nuit dernière au Palais des Nations à Genève. Parole tenue ce matin même à Bagdad, Saddam Hussein et son Parlement annonçaient qu'ils acceptaient sans condition préalable le retour des inspecteurs de l'ONU, américains compris. Une première reculade chantée dans les rues comme une victoire sur l'Amérique et un premier pas vers la levée de l'embargo. Interprétation jugée abusive par le représentant des États-Unis à l'ONU, les Américains jugeront sur pièce et continuent pour le moment à renforcer leur présence militaire dans le Golfe. Mais Washington, comme Paris et Moscou, voient dans la nouvelle attitude de l'Irak le début d'une vraie sortie de crise. À suivre, demain et samedi, le retour à Bagdad des inspecteurs américains et la poursuite sans entrave de la mission de désarmement de l'ONU. L'ONU qui juge l'Irak toujours dangereux en matière d'armements biologiques et chimiques. À Jérusalem, un étudiant juif a été tué, un autre grièvement blessé la nuit dernière dans la vieille ville, un attentat que les autorités israéliennes ont tendance à attribuer à des terroristes palestiniens. La semaine prochaine, à Ottawa, au Canada, se tiendra une réunion internationale dont certains espèrent qu'elle amènera à décider l'interdiction totale de l'emploi des mines. La France est pour, les États-Unis ne sont pas encore vraiment décidés. Les mines sont les armes qui font le plus de victimes civiles, souvent bien après la fin des conflits. Pour dénoncer la cruauté de ces armes qui font le plus souvent des victimes innocentes, 10 réalisateurs de cinéma ont décidé de produire de très courts documents, parfois très violents, dans la forme ou sur le fond. Ces films seront présentés sur France 2 à partir de ce soir. Laurent Boussier. And in the blast mine category, the classic model is still very much in demand. Profits are high in what is an expanding market. Models like the Butterfly, which can be dropped from a helicopter, represent the future of this industry. It would be a very good idea to slow down production of the simple fragmentation model in favor of the bounding mines, which are extremely profitable and which are greatly appreciated for their efficiency in the field. Un individu pose son pied sur une mine. Le poids déclenche le détonateur. L'impact est équivalent à celui que produirait la rencontre d'un pied et d'un TGV lancé à vitesse de croisière. Les os du pied et de la jambe, rigides, se brisent comme du cristal. Le son généré par l'explosion entraîne souvent une surdité définitive. La victime peut aussi perdre la vue, elle est en état de choc, perdant abondamment son sang. Tous les jours, des milliers de mines antipersonnelles sont fabriquées et vendues par des pays dont certains défendent publiquement la démocratie et les droits de l'homme. Il y a aujourd'hui plus de 100 millions de mines antipersonnelles disséminées dans une quarantaine de pays. Chaque mois, elles tuent ou mutilent 2000 nouvelles victimes. Armes du pauvre par excellence utilisées par des groupes armés pour protéger ou neutraliser de vastes territoires, ces engins de mort sont faciles à poser, pas chers et on en trouve en quantité sur les marchés de l'armement.
De moins en moins de pays en fabriquent, c'est vrai, mais les stocks sont considérables et leur durée de vie de plusieurs dizaines d'années. De plus en plus sophistiqués, difficilement détectables, leur destruction est difficile, chère et dangereuse. Les mines antipersonnelles sont les seules armes qui tuent civils et militaires longtemps après la fin de la guerre. En bref, encore un mort, 9 blessés dans l'explosion de 2 wagons-citernes remplis d'essence. L'accident a eu lieu ce matin dans l'est de l'Allemagne, dans la gare d'Elstwerda. Les causes de l'explosion sont encore inconnues. Une partie des bâtiments de la gare, des voitures, vous le voyez, ont été incendiées, ainsi que des wagons de voyageurs qui se trouvaient sur place. Le couple royal anglais, la reine Elisabeth et le prince Philippe d'Édimbourg, fêtent royalement, c'est normal, leur noce d'or, 50 années de mariage. La reine en profite pour poursuivre son opération de charme auprès du public, commencée après la disparition de la princesse Diana, afin de reconquérir l'affection de son peuple. Londres, Étienne Ménard. En matière de monarchie, plus sans doute que nulle part ailleurs, ce sont les symboles qui comptent et l'histoire retiendra que ces noces d'or n'en manquèrent pas. Sous le regard bienveillant des têtes couronnées du monde entier, l'attention discrète de ses enfants qui certes n'eurent pas les mêmes fortunes conjugales, la reine reçut d'abord l'hommage vibrant de celui qui après tout dans cette histoire fut le premier concerné, son mari. La tolérance est la seule chose vraiment essentielle pour réussir un mariage heureux. Et croyez-moi, à mon égard, la reine regorge de tolérance. La tolérance comme moteur d'une union sans faille, depuis ce 20 novembre 1947, où les cloches de l'abbaye de Westminster saluèrent leur mariage, Élisabeth, reine d'Angleterre, et Philippe, duc d'Édimbourg, ont incontestablement donné de leur couple l'image qui sied aux reines et aux rois. Seulement voilà, 50 ans plus tard, la foule des sujets s'est clairsemée. Ce n'est plus en carrosse mais à pied que la reine veut montrer à son peuple qu'elle n'est pas si distante de ses préoccupations. Et celui qui aujourd'hui incarne le mieux cette Grande-Bretagne moderne a largement volé à son secours. Vous êtes notre reine. Nous vous respectons et nous vous chérissons. Vous êtes tout simplement le joyau du Royaume-Uni. Il y eut même un banquet du peuple aux côtés des anciennes gloires de la politique nationale et des comédiens à la mode, de simples citoyens, ouvriers, policiers, agriculteurs, auxquels la reine a lancé sa confession. Pour nous, les membres de la famille royale, nous avons parfois du mal à comprendre ce que veut nous dire le pays. Mais nous devons écouter et nous tenterons de le faire à l'avenir. Comme elle l'avait promis, la reine Elisabeth a donc tiré les leçons des événements du mois de septembre. Le problème désormais étant de savoir si au-delà du cercle de ces inconditionnels, ces trésors d'innovation ne laisseront pas de marbre la majorité des Britanniques. À la santé de la reine, c'est bien normal, c'est aujourd'hui la date officielle de la mise en vente du Beaujolais nouveau, dignement fêté à Lyon avec l'arrivée des barriques sur le Rhône. La fête donc, le phénomène est quelque peu retombé en France, mais c'est désormais le monde entier qui a pris le relais. Cette année, le Beaujolais a été expédié jusqu'en Colombie, après le Japon. Voilà le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. D'abord aux États-Unis, donc, une naissance multiple, 7 enfants suite à un traitement médical, relance la polémique autour de la fécondation assistée. Et puis l'ouverture ce soir du sommet européen de l'emploi à Luxembourg. 20 000 personnes ont manifesté aujourd'hui pour obtenir une harmonisation des législations européennes et des décisions concrètes demain entre les chefs d'État et de gouvernement. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, puis le point route avec Valérie Maurice. 20h50, envoyé spécial, le magazine de la rédaction, présenté par Paul Nahon, Bernard Benjamin, avec entre autres un document dérangeant, voire percutant sur la drogue aux États-Unis. Et puis attention, tout de suite après le générique de ce journal, premier document sur la campagne anti-mine que nous évoquions à l'instant. Ce premier film est très violent, il peut même apparaître choquant, mais l'acte criminel qu'il dénonce l'est bien davantage.
Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Demain soir, ici même, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Bonsoir.